De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 18 janvier 2019. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là. Et c'est parti pour De quoi je me mêle. L'actualité high-tech, vous le savez, de votre week-end sur rmc.fr et sur 01nettv.com. Et sur YouTube, je suis très heureux de vous retrouver avec un De quoi je me mêle un peu particulier puisque c'est le dernier dans cette configuration. Tout à l'heure, on vous montrera à quoi ressemblera le nouveau De quoi je me mêle. Donc restez là. Au menu, donc, tout à l'heure, ce sera Victor Jakimovic qui me rejoindra. La sélection high-tech de Victor et entre autres un smartphone qui a été endurci. On parlera aussi de micros pour youtubeurs et blogueurs. Et puis même un extender Wi-Fi pour votre jardin. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, ce sera tout à l'heure avec Victor. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Nous suivre évidemment sur la page de quoi je me mêle sur Facebook. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on débute bien sûr pour ce premier De quoi je me mêle ici à Paris de l'année 2019, puisqu'on était la semaine dernière au CES de Las Vegas avec Pascal Petitpas. On débute avec Eric Le Bourlou, bien sûr, fidèle au poste. Bonjour Eric. Salut. Le rédacteur en chef de 01net.com. Et puis Gonzague d'Ambricourt est là. Salut Gonzague. Ça va ? Ça va très bien Gonzague. Merci d'être là. Blogueur, entrepreneur, vous le savez, spécialiste des nouvelles technologies. Et on va revenir sur quelques-uns des titre d'actu de cette semaine. Avant de débriefer le CES avec la rédaction de 01net, eh bien, on va revenir sur l'une des grosses tendances sans doute de l'année 2019. Eric, ça y est, ça se profile. Il semblerait qu'on aura pour l'année 2019 un paquet de smartphones pliables. Oui, ça va être, je pense, une des grosses innovations qu'on va voir cette année. Après, on verra si ce sera utile ou pas, hein, et on verra si ça va marcher. Mais en tout cas, clairement, plusieurs entreprises se préparent à montrer ces produits et sans doute à les commercialiser dans la foulée. On a appris, par exemple, cette semaine que dans le Wall Street Journal, que Motorola qui est peu une marque de smartphone qui aujourd'hui se distingue beaucoup. Ils ont un peu de mal à trouver un public. Alors qu'avant c'était une marque très célèbre. Depuis qu'ils ont été c'est même les inventeurs du téléphone mobile. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Ça appartient aujourd'hui à Lenovo. Après être passé par les mains de Google pendant un moment. C'est vrai. Eh bien, Motorola serait sur le point de relancer une marque que les plus vieux d'entre nous connaissent, la marque Razer. Je connais pas. Tu n'as pas eu de Razer Si, à une certaine époque. Pas vieux. Et oui, sa marque Razer ils avaient déjà tenté de relancer cette marque il y a quelques années sans grand succès. Et là, ils voudraient relancer cette marque d'après le Wall Street Journal. Donc c'est a priori plutôt fiable comme source, avec un téléphone pliable, à l'écran pliable, qui serait présenté très bientôt et même le mois prochain. Donc c'est assez surprenant de voir que Motorola arrive aussi rapidement sur cette technologie qui émerge, hein. Et avec visiblement un plan de com bien préparé, puisque relancement de la marque et tout ça. Ce serait donc le mois prochain, donc tout converge pour dire que ce serait sans doute présenté au Mobile World Congress, à Barcelone, qu'on sera présent là-bas d'ailleurs. Évidemment, le grand salon de la téléphonie mobile qu'on couvrera à la fois sur 01net.com et sur 01net avec des lives et tous les invités. Tous les acteurs qui font la téléphonie mobile. C'est ça. Et donc, effectivement, il y a de grandes chances que l'on voit un nouveau Motorola pliable à l'occasion de ce salon et qui pourrait être lancé dans la foulée. Et on sait très bien que Motorola n'est pas le seul à travailler dessus. On sait que Samsung a déjà présenté lors d'une conférence fin d'année dernière présenté de façon très discrète pour l'instant son modèle de smartphone pliable qui devrait lui aussi arriver cette année. Et là c'est pareil, Samsung va faire un événement assez spectaculaire à San Francisco en fin février aussi, le 20 février si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Où il présentera son Galaxy S10 et un possible Galaxy, alors pour l'instant on l'appelle Galaxy F pour foldable, pliable, qui pourrait aussi, qui aura cet écran qui se déplie, donc pour avoir un écran beaucoup plus grand dans une surface de smartphone qui reste la même que celle qu'on a aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des smartphones, intéressant pour eux évidemment, ce sont des smartphones qui vont coûter évidemment bien plus cher que les smartphones actuels qui sont déjà pas donnés. Oui, par contre, la série DS dépasse maintenant allègrement les 1000 euros. Ouais, les 1000 euros d'après qu'ils sortent, oui, tout à fait. Donc là, on parle parfois pour certains des tarifs allant jusqu'à 1500 euros pour un téléphone comme ça. Donc évidemment, c'est très
très intéressant d'avoir pour ces marques d'appareils encore plus chers. Maintenant, on attend de voir parce que ce qu'on a vu pour l'instant, je crois François que tu en as vu un d'ailleurs au CES, ce qu'on a vu pour le l'instant. Royal, voilà. Dont on a longuement parlé à peu près dans toutes les émissions de 01net.com et 01net TV. C'est vrai que c'est un truc un peu approximatif. Je ne sais pas si tu l'as vu, Gonzague. Ouais. Il est donné pour 1 200 €. Bah non, on le voit en si vidéo. Vous êtes avec nous en vidéo, vous le voyez. C'est une espèce de tablette pliable en son centre, mais qui n'est pas vraiment. Je veux dire, elle n'est pas totalement pliable. Je trouve que c'est pas très bien intégré. On voit que c'est presque plus une démo technologique finalement. Exactement. Mais d'après ce que j'ai compris, un auditeur nous a dit ça sur Twitter, ce produit va être commercialisé. C'est effectivement, dans leur cas, il est clair qu'ils voulaient tirer avant les autres pour faire un peu de buzz autour de leurs produits, mais ils n'ont clairement pas l'expérience hardware que peut avoir un Samsung ou un Huawei désormais. Donc évidemment, c'est pas un produit, quand on le voit là, on a l'impression qu'il est à moitié cassé d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand il est déplié, il n'est même pas droit. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il a été mal Moi, ça me fait penser que Apple, avec l'iPad Pro, était finalement en avance sur cette tendance d'appareil un peu tordu. Un peu tordu, oui, tout à fait. Donc, pour l'instant, effectivement, ce n'est pas avec ce Royal et ce premier smartphone tablette pliable qu'on est forcément convaincu, mais on peut faire confiance quand même à des gens qui ont plus d'expérience en matière de hardware pour proposer des produits qui seront plus intéressants. Donc, on va voir. En tout cas, c'est clair que cette année, ça va être l'année du smartphone pliable, des premiers smartphones pliables. Après, on verra si simplement ça décollera. Il est possible tout simplement que les consommateurs ne s'intéressent pas à ça. Mais je trouve quand même que c'est un intérêt d'avoir un écran beaucoup plus grand dans un format qui reste très compact. Donc on verra bien. Il faut que ce soit bien fait. Mais en tout cas, Motorola, Samsung et Huawei, cette année sans doute, commercialiseront ces téléphones-là. Voilà, on peut dire que l'année 2019 sera marquée par deux choses, l'arrivée de certains modèles de smartphones pliables et sans doute l'arrivée aussi des premiers smartphones 5G, puisque tout à fait. On le voit, ça se précise et visiblement au Mobile World Congress, on verra des smartphones 5G. Ça t'inspire, Gonzague, ces smartphones pliables? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Ou est-ce que finalement, c'est le marketing qui s'est emparé de ce truc-là parce que tout le monde attend ça et que finalement, ça ne va pas servir à grand-chose? L'usage que décrit Eric d'avoir un écran beaucoup plus grand dans sa poche, dans un encombrement qui est séduisant faible quand même, et séduisant, puisqu'on vient un peu combler le gap téléphone, tablette, qui évite peut-être d'avoir 12 appareils différents, et ça pourrait justifier un prix plus élevé, puisque au lieu d'acheter 2 appareils, tu en achètes un. Maintenant, c'est vrai que ce qui a été présenté jusqu'à présent n'est quand même pas très convaincant, et au-delà de l'intégration hardware qui doit être bonne, il faut aussi une intégration software. Exactement. Plus qu'excellente pour que l'expérience soit vraiment bonne et qu'il y ait un gain réel à l'utilisation de ce format qui est, quand on voit ce Royal, un peu bâtard pour l'instant. Tout à fait. Voilà, je suis curieux. En fait, ce qui est marrant aussi, c'est de voir à quel point, avec le temps, on traverse toutes les tendances de taille de téléphone. À l'époque des petits Nokia, il fallait faire des smartphones de plus en plus petits. Après, on a fait des smartphones avec des claviers. Ça, c'était BlackBerry. Après, ça s'est fini. L'iPhone est arrivé. Après, on s'est mis à faire des énormes phablettes. On ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. Et maintenant, pliable. Ouais. En tout cas, effectivement, les tailles d'écran ont tendance à enfler de plus en plus. On fait des écrans de plus en plus grands. Mais j'ajouterais à ce que tu dis sur l'intégration software-hardware. C'est vrai. Là, on voit clairement que sur le truc de Royal, ça fait un petit peu à l'arrache. Voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Google travaille avec Samsung sur une version spécifique d'Android pour ce potentiel, enfin, même pas le potentiel, ce smartphone pliable que Samsung va lancer. Et on sait aussi, on a appris récemment que Microsoft travaillait aussi de son côté à adapter Windows pour les devices pliables comme ça. Donc effectivement, il y a aussi du côté notamment de Google et de Microsoft un travail qui est fait sur leurs OS respectifs pour pouvoir gérer cette prochaine génération d'appareils. Eric, on enchaîne avec le CES de Las Vegas. Évidemment, vous avez pu le suivre à la fois sur 01net.com et 01net TV avec énormément de reportages, des lives, toutes les nouveautés marquantes de ce CES, qui a été un cru moyen, on va dire, avec des choses bien et puis des choses un peu moins intéressantes. Les tops et les flops de ce CES? Oui, alors il y a effectivement, comme tu le dis, c'est vrai que c'est pas une édition, je pense, qui restera dans les annales. Honnêtement, on a vu beaucoup de choses comme d'habitude au CES, beaucoup de gadgets. Enfin bon, c'est aussi ce qui fait le sel du CES, le charme du CES, mais peu de
de choses de véritables innovations marquantes, sans doute. C'est marrant parce que sans doute le produit qui a fait le plus parler, c'est aussi dans un sens un écran pliable, enroulable. C'est cette fameuse télé signature de LG. Hein, c'est effectivement ce produit. C'est l'image qu'on retiendra de ce CES. Hein. C'est LG qui s'accaparait cette image-là. Hein. Voilà, le CES 2019, c'est cet écran enroulable. Hein. Gonzague, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est bluffant. C'est bluffant, mais comme disait Eric, est-ce que c'est pas un côté gadget? Alors, voilà, il faut avoir enfin bon, moi alors on ne connaît pas le prix de cet appareil qui va coûter une somme, une blinde, on peut le dire, hein, voilà, qui va être complètement folle. C'est au moins 10 000 €, hein, voilà. Ah oui, facile. Mais c'est rigolo pour faire un produit dingue dans des showrooms, dans des hôtels, etc. Est-ce qu'il y a un intérêt réel à la maison? Bon, ça c'est peut-être moins vite. LG, ils font déjà un modèle de télé assez marrant avec la dalle totalement séparée de tout ce qui est traitement et relié par un tout petit câble. Donc ça permet d'avoir une télé qui ressemble à une feuille que tu mets sur ton mur. Pareil, ça coûte une fortune. Hein. Ouais, c'est très cher. Je crois qu'elle est à 7 000 ou 8 000 €. Voilà. Mais en tout cas, c'est bon. Ils ont réussi leur coup dans un sens qu'on a parlé beaucoup de cette télévision et ils ont voilà, ça a été le produit qui a fait le buzz vraiment. Et de leur stand. Et leur stand qui est incroyable. Tout le monde faisait des photos de cette énorme vague d'écran qui accueillait les gens. Bon, c'est vrai que tout était magnifiquement synchronisé. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand on était sur place, c'était impressionnant. Il y avait une synchronisation globale de tous les écrans. C'était superbe. Franchement, c'était une attraction à elle toute seule, comme ce tunnel d'images que si vous êtes avec nous en vidéo, qu'il y a toujours chaque année à l'entrée du stand de LG. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien ces écrans souples. Hein. C'est pour ça aussi que LG fait ça. C'est-à-dire que c'est des écrans OLED souples et donc du coup, on peut en faire ce qu'on veut, les refermer, les enrouler, les tordre. Voilà. Donc ça montre aussi l'avantage de cette technologie OLED. Mais ce qui est intéressant, enfin, pour parler un peu de la concurrence, l'autre techno qui a quand même beaucoup marqué, notamment David, qui était pour nous au CES, c'est le micro LED. Hein. C'est la techno, c'est une techno qui est maintenant vantée par Samsung, pas que par Samsung, mais beaucoup par Samsung, et qui combine beaucoup d'avantages de l'OLED. Puisque c'est aussi une technologie avec des pixels auto-émissifs, donc il n'y a pas de backlight, ce qui peut faire des écrans beaucoup plus fins. Et avec des contrastes infinis et avec une consommation d'énergie moindre que celle de l'OLED et une meilleure luminosité. C'est un petit peu le problème de l'OLED, c'est la luminosité. Et cette technologie, quand même, on l'a vu émerger au CES, puisque l'année dernière, ils avaient présenté Samsung déjà une télé qui s'appelait The Wall, je crois, qui était bien trop grande, mais avec des pixels beaucoup trop gros pour pouvoir être intégrés dans un salon. Et là, ils arrivent avec des produits qui vont pouvoir être commercialisés. Donc, bon, c'est toujours pareil au CES, on a vu beaucoup de télé, on a vu aussi on voit que la 8K va se démocratiser, que cette année on a vu quelques télé 8K, mais ça y est, en 2019 ça va déferler, en tout cas sur le haut de gamme, même si on ne sait pas encore trop ce qu'on va avoir comme contenu 8K, mais va falloir vraiment de bonnes puces pour faire de l'upscaling. C'est ça, et puis surtout des caméras 8K et puis toute une chaîne de l'image qui traitera en 8K. Exactement, parce que c'est ça l'idéal quand même. Hein. Mais bon, en fait, sur la télé quand même, on a vu quelques innovations. C'est un classique en fait au CES. C'est la télévision qui fait le show chaque année. Moi, ce que j'ai retenu en fait, et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est aussi ce qu'ont proposé les gens du monde PC. Il y a eu une espèce de petite guéguerre entre AMD et Intel durant le CES qui était assez intéressante sur la finesse de gravure des puces, puisque les deux, à coup de conférences de presse, les uns après les autres, ont voulu montrer qu'ils graver le plus finement possible. Graver le plus finement possible, exactement. Je grave plus fin que toi. Avec du 12 nano d'un côté, du 7 nano de l'autre. Enfin, passe-moi ton microscope, il faut que je vois un petit peu. Mais c'était intéressant de voir que l'industrie informatique est un peu revenue. On ne les entend pas toujours parler au CES de façon aussi claire. Là, c'était assez intéressant. Et puis, il y a aussi Nvidia. Moi, j'ai apprécié que Nvidia fasse un peu son show avec notamment l'arrivée des RTX, sa nouvelle génération de puces Nvidia pour les portables, les RTX pour les ordinateurs portables. Donc, ça va être très très bien pour tous les ordinateurs de portable gaming dès cette année qui vont arriver là. Voilà, tu vas pouvoir déjà revendre ton MacBook. C'est bête de l'avoir acheté à l'instant. Le MacBook qui est neuf. Hein, le Papa Noël d'Éric Le Bourgeois. Il n'y a pas encore de sticker dessus. Il est beau. Hein. Franchement, tu veux pas qu'on échange avec... non, mais personne n'en veut ton ordi. C'est bizarre. Mais pourquoi? Il est très beau. Attendez. Non, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Regardez, il est très bien. Franchement, non, super.
Il est très bien. Et Nvidia, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils ont une présence quand même très intéressante au CES, puisqu'ils embarquent de l'intelligence dans les voitures, la reconnaissance, machin. Ouais, tout à fait. Mais effectivement, cette année, ils ont aussi présenté le produit peut-être que j'achèterais sur mon PC de gaming, parce que je joue sur une vraie tour, qui est la RTX 2060, qui est une on va dire un GPU qui est plus accessible que les cartes graphiques qu'ils ont proposées jusqu'alors, qui sont très chères. Et là, on arrive avec une carte qui va coûter un peu moins cher pour qu'on puisse équiper des dernières générations pour avoir le ray tracing dans les jeux vidéo désormais. Donc voilà, il y avait quand même pas mal d'actu, y compris PC, et ça, c'était plutôt pas mal. Voilà, et à retrouver donc toutes ces nouveautés sur zeronet.com. Juste une petite question, parce que je sais que comme moi, tu es un amoureux des belles images, tu aimes bien les belles télés. Souvent, avec Gonzague, entre deux de quoi je me mêle, on parle des télés qu'on a, etc. Il y a un truc qui, à part cette télé enroulable, The Wall, des choses comme ça, ça te fait rêver ou pas? Ça me fait pas rêver. Après, c'est vrai que c'est marrant. Quand la 4K est arrivée, tout le monde disait oui, mais ça sert à rien, la HD, c'est déjà fou, on n'arrive pas à avoir plus de détails. Finalement, la 4K commence à s'installer. Fait ah oui, c'est vrai. Bon, si je mets mes lunettes, même, je commence à voir. Mais bon, il faut la connexion internet qui va bien, la télé qui va bien, le contenu qui va bien, comme vous disiez tout à l'heure. Pour la 8K, le sujet se pose encore plus. Il faut des télés de plus en plus massives pour que ce niveau de détail soit intéressant. Donc, là, je dirais pas que je suis circonspect. Par contre, je suis curieux de voir comment ça va être adopté dans le futur, parce que pour l'instant, même les télé 4K coûtent encore quand même assez cher. Et encore plus si on veut de la 4K OLED, alors là, il faut casser le porte-monnaie. Donc, est-ce qu'on... Il y a eu des promos en cette fin d'année. Ouais, c'est vrai que du 4K OLED en 55 pouces à moins de 1 000 €. Hein. Après la Coupe du Monde. Ouais, voilà. Ah, bradons nos télés qu'on n'a pas réussi à vendre. C'est ça. Moi, je voulais juste, par contre, avant, pour finir sur le CES, je voulais juste mettre un tout petit taquet. C'est un tout petit taquet, attention. Moi, on a quand même vécu, et on le voyait, nous, on était ici, mais on a eu une overdose, quand même, il faut bien le dire, de ces produits connectés qui embarquaient Alexa. C'est-à-dire que on a vu quasiment que ça, c'est-à-dire que c'est le four à micro-ondes. Mon four à micro-ondes, il est cool, il embarque Alexa. On a même vu des toilettes qui embarquent Alexa. Donc Alexa, c'est vrai, la marque qui fait des toilettes de dingue. Voilà. Et c'est ça ou Google Assistant. C'est vrai. KitchenAid, qu'on connaît pas trop pour faire des produits avec 12 écrans, la voix machin. Ils ont sorti un écran Google Assistant, quoi. Ouais. Voilà. Donc on en a vu beaucoup, et comme c'est un peu comme si maintenant pour avoir son four intelligent, il suffisait de rajouter la couche Amazon ou la couche Google. Effectivement, même si j'ai l'impression que Amazon est en train de gagner cette guerre sur les objets connectés. Je suis d'accord avec toi. Il y en a beaucoup plus qui sortent sous Amazon Alexa que sous Google Assistant, même si on en a vu aussi. Et il y a une stratégie qui est limite flippante, je trouve, de voir que bientôt peut-être on ne pourra pas faire autrement que d'avoir un four chez soi qui bénéficie d'Alexa, ou un grille-pain qui bénéficie d'Alexa, ou des toilettes qui bénéficient d'Alexa. Voilà. Avec une utilité quand même, somme toute, assez nulle, on va dire. Hein. Enfin, attention, là j'exagère, mais certains produits ont un sens avec Alexa. Tout à fait. Mais bon, un four avec Alexa, excusez-moi, mais je sais pas. Moi, je trouve ça un peu flippant. Ouais, c'est un peu flippant. Tous ces micros partout. Voilà, on aura de plus en plus de micros partout. Parce que, par exemple, sur la Freebox Delta, ils ont fait un bouton qui permet de désactiver Alexa. Dans le futur, il n'est pas dit que ce genre de bouton existe, parce qu'on dira oui, mais maintenant les gens ils ont tellement confiance en nous, vous inquiétez pas, on fait les choses super bien, il n'y a plus besoin d'éteindre le micro. Bah si, en fait, parce que par exemple chez moi, j'ai Alexa dans les Sonos, ça se déclenche tout le temps, sauf quand je dis Alexa. Donc, t'écoutes un morceau de musique, tu fais un bruit avec ton four, t'entends biding, le truc est prêt à écouter ce que tu vas dire, et ça marche pas. C'est un peu... bien sûr, ça va s'améliorer. Mais je suis un peu pas fan. Jérôme, il est fervent défenseur de reconnaissance vocale, des objets connectés et tout. Mais est-ce qu'on calme un peu. Est-ce qu'on n'est pas en train aussi de vivre une espèce de bulle de l'assistant vocal qui risque d'exploser un jour, quand on se rendra compte que tout ça c'est du bullshit? Enfin, je sais pas. Peut-être. Ouais. Voilà, on va voir. Hein. Ça serait pas la première fois. Hein. Ce serait pas la première. On va dire. Hein. C'est vrai. Oui, vous vous rappelez des télé 3D? Tiens. Belle transition, puisque alors oui, on n'a pas parlé de. Oui, on va en parler. On va en parler. Ah oui, non mais attendez. Puisqu'on parle du CES, oui, on va peut-être enchaîner avec cette Harley qui a été présentée au CES. La Livewire. En fait, Harley, il montre un prototype de moto électrique depuis 4 ou 5 ans et qui avait à l'époque une autonomie vraiment ridicule, genre 50 miles. Bon, inutilisable. C'était très lourd, c'était rigolo et ça faisait un bruit
assez particulier qu'ils ont développé parce qu'ils perdent un peu la signature de leur moteur forcément. qui font du boucan. Parce que les Harley, c'est le bruit quand même. Voilà. Et en fait, donc, ils ont sorti cette Livewire. Bon, attention, il faut débourser au moins $30,000 pour l'avoir. Elle est déjà disponible en pré-réservation. Mais c'est joli, en le tout cas. premier très gros constructeur à faire sa moto électrique. Alors, il y a BMW qui fait un scooter électrique, Oui. le C0 Evolution, on en voit beaucoup dans Paris. Et il y a la marque Zero Motorcycles, qui est le plus gros vendeur de vraies motos électriques. Mais Harley qui arrive sur le terrain, ça vient un peu légitimer le fait que la moto électrique, c'est peut-être faisable. Puis c'est une façon pour eux d'aller conquérir aussi une nouvelle clientèle, puisque tous les pépés qui ont 70 ans, un jour, ils vont finir par y passer. Donc ils n'achèteront plus les vieilles Harley thermiques. Là, ils visent un peu CSP++, jeune cadre un peu dynamique, branchouille, qui a un peu d'argent, qui voilà. voulait Et pas puis- forcément acheter une moto avec de l'huile ou tu comprends rien. Non, et puis surtout, il y a aussi une notion, je veux dire, écologique, environnementale. Alors oui. C'est-à-dire que à Harley, c'était aussi quand même on va dire l'expression d'un certain way of life, mais aussi d'une moto qui pollue. Enfin voilà. Là, on revient à quelque chose qui, à la fois, est aussi charmant et raconte une histoire, mais qui est, on va dire, éco-friendly. Alors, il y a, comme tu disais, le way of life. Ouais. Le way of life thermique moto Harley est peut-être un peu encombrant pour les autres. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas la moto ou le bruit d'un moteur, c'est vrai que tu n'as pas forcément envie d'entendre la fanfare qui débarque. Bon, là, c'est plus discret, c'est rigolo. Et je trouve qu'elle a un vrai putain de look. Ouais, et ça, c'est cool aussi. Parce que ça fait un produit. Et elle est moins ringard que la Harley qui commençait à être un peu parfois. Ouais, Harley, ils souffrent. Ils ont perdu beaucoup de ventes. Mais on sait l'autonomie ou pas? Alors, ils disent 150 miles en utilisation mixte, donc un peu. Ça fait quoi, 200 km? Ouais, là, ça marche 110 sur la vidéo. Bon, je me fais contredire. Et non, un truc cool aussi, c'est que c'est une des rares motos connectées en 4G avec GPS intégré. Donc en permanence, tu peux savoir où est-ce qu'elle est, quel était son état de charge. On vient aussi aux véhicules connectés, ce que Tesla a introduit sur la voiture, mais maintenant ça arrive sur la moto. On enchaîne avec Tim Cook qui, vous le savez d'ailleurs, puisqu'on parlait du CES, a fait un joli coup sur le strip. On voyait une énorme publicité en disant, vous voyez, écoutez, chez Apple, nous, on fait attention à vos données, on les protège, etc. Apple qui, évidemment, n'est pas au CES, n'a jamais été au CES. C'était le petit clin d'œil. Du coup, ils sont au CES. Ils sont au CES. C'est ça qui est drôle. C'est trop malin. Et c'est vraiment effectivement le nouveau credo d'Apple. C'est la vie privée, la confidentialité des données. Et effectivement, Tim Cook vient de faire une tribune, vient de publier une tribune dans Time. D'ailleurs, c'est un Time qui a l'air très intéressant puisque leur dossier de couverture parle de Facebook et des problèmes de confidentialité de Facebook. Ça pue un peu pour Facebook ces derniers temps. Franchement, ça commence à sentir très mauvais. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça pue depuis longtemps. Sauf le problème, à chaque fois, ça commence à pourrir. Mais à chaque fois, tu as Mark Zuckerberg qui on est désolé, on va s'améliorer, ce sera vachement mieux. Puis exactement. 2 mois après, nouveau leak, nouveau machin. Regardez, ils donnaient accès à tous vos messages à tout le monde. C'est ça. Mais là, ils viennent par exemple encore une fois de supprimer, je crois que c'est quasiment 400 pages et groupes Facebook liés aux trolls russes qui ont manipulé les élections. Ah oui, le programme Sputnik, des informations. Qui ont manipulé les élections en 2016. Enfin bref, c'est vrai que ça va pas très bien pour Facebook. Et c'est intéressant de voir que dans ce dossier, on a cette tribune de Tim Cook qui se pose vraiment en garant de nos vies privées avec Apple. C'est étonnant parce qu'il avait fait ça devant la Commission européenne, rappelle-toi, il y a quelques semaines de cela. C'était d'ailleurs une excellente intervention de Tim Cook. Je l'avais trouvé assez exceptionnel, bien meilleur que dans ses présentations de produits d'ailleurs. Il s'est amélioré pour la dernière, je trouve. Il était un peu un peu moins serré. C'est vrai, peut-être. Mais en tout cas, là, il appelle carrément à une nouvelle loi aux États-Unis. Bon, on en a déjà une en Europe, mais qui est peut-être pas encore parfaite, mais qui a le mérite d'exister, le RGPD. Aux États-Unis, il n'y a pas tout ça. Et il demande tout simplement à ce que les citoyens américains, et je pense plus globalement les citoyens de partout dans le monde, mais en tout cas pour lui d'abord les citoyens américains, aient un meilleur contrôle sur leurs données personnelles. Et il demande aussi à ce que les entreprises collectent moins de données, que nous on puisse savoir quelles sont les données qui ont été collectées et qu'on puisse avoir un endroit, quelque chose, quelque part, où l'on puisse gérer ces données. Donc il appelle dans un texte assez court mais assez puissant à ce qu'une nouvelle loi soit rédigée. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir Tim Cook
prendre ce sujet à bras-le-corps. Certaines mauvaises langues ont d'ailleurs dit que s'ils faisaient ça, c'est parce que c'était pour éviter les mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, les résultats financiers d'Apple a lancé un profit warning et l'action a dégringolé. Et effectivement, il faut qu'ils changent puisqu'ils ne vont pas pouvoir continuer à vendre toujours autant d'iPhone. Et il faut qu'ils aient une nouvelle position, une nouvelle stance pour pouvoir... une nouvelle histoire à raconter. Une nouvelle histoire en plus des iPhones. Et effectivement, ça en fait partie, ça, que de se poser en anti-Google ou en anti-Facebook et d'être la firme en qui vous allez avoir confiance pour vos données personnelles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Et on va voir si ça va prendre surtout, parce que c'est ce qu'on voit aussi, nous, par nos articles, nos audiences et tout ça, c'est que ce n'est pas quelque chose qui malheureusement, j'ai envie de dire, intéresse énormément beaucoup de clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des marques comme Xiaomi, par exemple, qui commencent à cartonner, qui vendent des téléphones pas chers, que tout le monde adore. Ouais, sauf qu'en fait, où vont vos données, quelles sont les données qui partent éventuellement en Chine, pourquoi, quels sont tous ces services auxquels... La plupart des consommateurs n'ont pas conscience en fait, de l'importance de ces données personnelles. C'est vrai que c'est encore un chantier énorme, et c'est comme ça qu'ils se positionnent. Quand on parlait de Facebook, à la grande époque de tous les scandales de Facebook, c'était pas des sujets qui faisaient énormément d'audience. On en avait parlé parce que finalement, c'est pas un sujet pas très sexy. Voilà, et puis sexy, les gens ont l'air de s'en foutre en fait. C'est pas très sexy et c'est dommage parce que pourtant, quand tu dis à quelqu'un, vous acceptez qu'on sache en permanence où vous êtes, ils disent non. Par contre, mais les gens ne se rendent pas compte. Aucun problème avec laisser un GPS tourner en permanence en voyant leur position. Et alors d'ailleurs, pour parler de Xiaomi ou c'est peut-être Huawei, sur une partie des smartphones, il y avait une appli météo qui envoyait plein d'infos sur les gens en Chine. Oui, mais typiquement, si vous avez sur votre smartphone Google Maps, amusez-vous à aller dans les paramètres et l'historique de Google Maps. Vous allez comprendre en 15 secondes. Voilà, c'est hallucinant. Google Maps vous piste, mais minute par minute, et vous pouvez retracer en fait ce que vous avez fait en une semaine et avec toutes les localisations. C'est un truc de dingue. Et ces données, Google les intègre, les enregistre. Il n'y a pas que vous qui les avez. Et le problème, c'est que c'est vraiment pas que Google. Alors donc Tim Cook cite la RGPD, la loi européenne, comme étant un exemple en disant on devrait avoir la nôtre, c'est top. Et ils ont fait une page de mise en conformité qui permet aux gens d'aller voir leurs données. Mais l'autre problème, c'est toutes les régies publicitaires. Exactement. À qui des applications envoient aussi votre position. Il faut savoir qu'il y a des applis, quand vous chargez une pub dedans, ça donne votre sexe, votre âge, à quel endroit vous êtes, machin, qu'est-ce que vous avez comme modèle de téléphone. Et toutes ces infos, il les regroupe, il les recoupe, et c'est un sujet qu'aborde Tim Cook, c'est les data brokers, c'est les vendeurs de gros sets de données sur vous. Par exemple, aux États-Unis, tu peux acheter des bases de données qui permettent de savoir quelle marque de voiture et quelle couleur est garée devant quelle adresse. À partir de là, et ça recoupe avec Cambridge Analytica, les gens avaient été se dire, tiens, il a une Ford, et en fait, quand tu as une Ford ou une Mercedes ou machin, tu es plus susceptible de voter pour tel ou tel truc. Et ça leur a permis de faire sur mesure des campagnes publicitaires politiques très très poussées. Donc il y a un vrai sujet. C'est vraiment de la science-fiction. C'est de la science-fiction, mais malheureusement, ça n'intéresse pas trop les gens. Et bien sûr. Eric, on termine avec Huawei. Tiens, justement, puisqu'on est dans toutes ces données, le traitement des données, etc. Huawei qui est empêtré aux US pour avoir dérobé une technologie d'un opérateur télécom là-bas. Tout à fait. C'est Huawei et les USA, ça se passe pas très bien. D'ailleurs, c'est quelque chose qui commence à arriver en Europe aussi. Même si le patron d'Orange qu'on avait questionné là-dessus était plutôt circonspect, c'est-à-dire qu'il n'était pas contre Huawei, il était méfiant, mais il faisait confiance en tout cas à l'équipementier réseau chinois, parce que rappelons que Huawei, c'est les téléphones portables. Évidemment, qui sont en train de cartonner, qui font d'excellents produits. Peut-être va devenir demain le leader du smartphone. Sans doute. Et puis de l'autre côté, c'est l'équipementier réseau. Si vous pouvez capter de la 4G et demain de la 5G avec votre téléphone, il y a 3 opérateurs qui font ça. Vous avez Nokia, vous avez Ericsson et vous avez Huawei. Et donc les opérateurs télécoms s'équipent chez les 3, et Huawei est un acteur important dans ce domaine-là, avec un vrai savoir-faire aussi. C'est-à-dire que technologiquement, ils sont excellents. Clairement, et puis effectivement, avec l'arrivée de la 5G, ça va être c'est des nouveaux équipements qu'il va falloir acquérir, et donc éventuellement choisir Huawei. Excuse-moi, je t'interromps, mais en plus, Huawei s'intéresse beaucoup au sujet des smart cities, les villes intelligentes. Alors moi, c'est souvent peu au bénéfice de l'utilisateur, du résident de la ville, c'est plus au bénéfice de la gestion de la ville qui veut pouvoir piloter un peu avec ses caméras. Et il propose des espèces de bancs d'essai à des villes françaises
en leur mettant du matos et de la connaissance à disposition à très bas coût, voire à rien du tout, en me disant vous inquiétez pas, avec vous on teste et tout. Des trucs où tu peux pister les gens, savoir combien de personnes il y a à tel endroit à tel moment. Ils font tout, hein. On les voit effectivement comme des fabricants de smartphones, mais ça s'arrête pas là. C'est un géant Huawei. Hein. Mais effectivement, là, ils sont un petit peu embêtés, encore une fois, aux États-Unis, parce qu'on rappelle d'ailleurs que Huawei n'est plus, les produits Huawei ne sont plus disponibles aux États-Unis, que ce soit en smartphone ou en réseau d'ailleurs. Alors, on peut les trouver sur Internet. Hein. Oui, éventuellement. Mais sur Alibaba. Je me demande même si aux États-Unis, si on sort un téléphone Huawei, on n'est pas considéré comme louche dans la rue. Oui, maintenant, c'est peut-être. Tu espionnes. Mais en l'occurrence, là, ils auraient. L'affaire est assez cocasse parce que enfin cocasse, pas pour Huawei, mais en l'occurrence, il y aurait bientôt, c'est toujours le Wall Street Journal qui raconte ça, des poursuites pénales contre Huawei, car ils auraient volé des secrets industriels à T-Mobile. Ce secret industriel, en fait, ils auraient notamment pris des photos et espionné le fonctionnement d'une machine qui sert au test de smartphone, qui s'appelle Tapi, en l'occurrence. Ils ont déjà été condamnés pour ça, mais ça n'était pas allé plus loin. Et là, il y aurait une nouvelle étape qui pourrait être beaucoup plus grave. Alors évidemment, vu le contexte, on peut se poser des questions sur est-ce qu'on va pas encore aller chercher des poux sur la tête de Huawei, mais il faudra suivre ça de près parce que c'est une affaire qui pourrait aller assez loin. Surtout que régulièrement les firmes chinoises sont accusées de voler des technologies. Il y avait encore eu récemment une affaire qui a eu lieu et qui a montré que il y avait eu je ne sais combien d'entreprises qui avaient été piratées aux États-Unis, aussi en Europe d'ailleurs, par des hackers chinois liés à l'État chinois. Donc voilà, c'est un nouvel exemple qui peut-être va encore faire de Huawei un bon bouc émissaire, on va dire. C'est difficile effectivement de se dire est-ce que c'est vraiment aussi grave que ce que l'annonce le Wall Street Journal, mais en tout cas c'est une affaire qu'il va falloir suivre de près. Exactement. Après, est-ce que on doit tout reprocher à Huawei? Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière des considérations commerciales, hein? C'est sympathique aussi de taper sur Huawei parce que ça laisse la place à tous les autres. Hein, c'est ça aussi le truc. Trump tape sur Huawei et défend Cisco, qui est américain. Cisco, ouais. Mais voilà. Il y a beaucoup et on avait découvert ça via Edward Snowden notamment, beaucoup d'équipements Cisco qui avaient été envoyés dans des entreprises avec des petites modifications. Bien sûr, voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que même si Huawei espionne, ce qui peut effectivement être le cas, que eux. Les Américains aussi espionnent de leur côté, de toute façon. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'actu de cette semaine. Merci beaucoup Eric Le Bourlou. Vous le savez, rédacteur en chef de 01net.com et puis à Gonzague dans Bricourt qu'on retrouve très vite dans De quoi je me mail. Plaisir. Je ne sais pas si vous êtes avec nous en vidéo, JD peut nous montrer à quoi ressemblera vite fait, mais voilà, une petite photo de à quoi ressemblera le studio de quoi je me mail la semaine prochaine. Regardez, on est carrément dans une autre galaxie. Ça va être top et ça sera à partir de la semaine prochaine. Et puis, voilà, ça sera comme ça en vidéo et puis avec une meilleure qualité sonore. On sera vraiment là dans des conditions exceptionnelles et ça sera à partir de vendredi prochain. Merci en tout cas de nous suivre. Merci de votre fidélité. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et vous restez là, Victor Jakimovic, dans un instant. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.